Alors, où aller? Bon, je vais plaider, évidemment, il faut de l'argent, il faut des fonds. Le premier problème, c'est le diagnostic. Maintenant, on va parler de SLA, strictement. Pourquoi le diagnostic? Parce que le diagnostic, il repose sur la clinique. C'est un diagnostic différentiel, c'est-à-dire le patient se présente à un centre référent SLA, il va se plaindre d'un certain nombre de symptômes, et c'est un diagnostic différentiel qui va exclure un certain nombre de pathologies progressivement, qui va amener au diagnostic de la SLA. Il n'y a pas de diagnostic moléculaire, comme pour d'autres maladies, à l'heure actuelle. Donc ce diagnostic peut prendre du temps, et nous savons que plus le diagnostic prend du temps, enfin plus on retarde le traitement, même s'ils ne sont pas très efficaces à l'heure actuelle, moins ces traitements sont efficaces. Donc il y a un vrai besoin d'avoir un diagnostic rapide, précis. De préférence un diagnostic qui va aussi donner le degré d'évolution de la pathologie. Donc il y a une relation linéaire entre le degré d'avancement de la pathologie et l'expression de ce biomarqueur, tout simplement parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour mettre en place des essais thérapeutiques. Alors un exemple de biomarqueur possible, je me permets là de citer nos propres travaux. À partir de biopsies musculaires de patients, nous avons pu mettre en évidence l'expression d'un gène particulier qui s'appelle NOGO, mais peu importe, qu'on peut visualiser ici dans une coupe de muscles de patients. Donc il s'agit de biopsies qu'on va colorer pour repérer l'expression de ce gène. Et vous voyez ces fibres musculaires marquées en noir, qui sont tout à fait typiques d'une biopsie prélevée chez un patient SLA. Alors, ce marqueur est relativement spécifique. Lorsque vous quantifiez l'expression de ce marqueur par des techniques un peu différentes, on a utilisé toute une série de contrôles, c'est-à-dire soit des contrôles sains ou d'autres pathologies un peu apparentées, neuromusculaires en tout cas. Et on va mesurer l'expression de ce marqueur. Vous voyez qu'il n'est exprimé que dans des biopsies de SLA. Et vous voyez également qu'il y a une très grande dispersion dans l'expression de ce marqueur, ce qui veut dire, ou ce qui nous a suggéré à l'époque, que le niveau d'expression de ce marqueur corrélait à la sévérité de la pathologie. Et c'est effectivement ce qu'on voit ici. Lorsqu'on regarde l'expression de ce marqueur en fonction de l'échelle clinique de la SLA qu'on peut quantifier, c'est une échelle de 1 à 40, plus cette échelle est faible et forte, mieux le patient se porte. Lorsqu'elle diminue, le patient est plus atteint. Et vous voyez qu'il y a une relation inverse entre l'expression de ce marqueur et l'échelle clinique. Donc on peut quantifier, dans certaines conditions, l'état d'avancement de la pathologie. Alors l'objectif actuel, ce n'est pas que le nôtre, c'est un enjeu mondial à l'heure actuelle, c'est de développer un outil standardisé d'aide au diagnostic moléculaire. Venons-en au traitement. Évidemment, c'est l'enjeu majeur pour les patients. À l'heure actuelle, il y a un seul médicament avec une autorisation de mise sur le marché qui s'appelle l'Orilutec. Il a des effets. Il n'est pas très efficace, donc il retarde les cours de la pathologie. Alors pourquoi on n'en a pas plus? En fait, une trentaine d'essais thérapeutiques qui ont eu lieu ces 10 dernières années sont tous allés dans le mur, pour des raisons diverses, je dirais. En tout cas, déjà là, il s'agit d'un investissement absolument colossal. Il faut quand même savoir qu'un essai clinique de phase 3, dans ces conditions, sur une pathologie comme la SLA, qui doit être multicentrique et coûte entre un demi-million et 3 millions d'euros chaque fois. Donc il y a des investisseurs qui sont prêts à donner ça. Encore faut-il avoir le bon rationnel pour le faire. Et à l'heure actuelle, je ne suis pas, moi personnellement, pas persuadé qu'on a le bon rationnel pour lancer un certain nombre d'essais thérapeutiques. Alors évidemment, pour développer un médicament, il faut comprendre les mécanismes de cette maladie, et la SLA est une maladie complexe, ce n'est pas simplement une maladie du motoneurone, et il faut disposer de modèles expérimentaux. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas simplement prendre n'importe quelle molécule en se disant un matin quand on se réveille, tiens, testons ça chez les patients, peut-être que ça marchera. Un essai thérapeutique, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut un rationnel très fort et il faut pouvoir le standardiser. Donc on a besoin de ce que nous, chercheurs, appelons des modèles expérimentaux. Alors ça peut être des modèles simples, des modèles cellulaires. Le plus performant, généralement, c'est un modèle de vertébrés, de mammifères en particulier, et le plus utilisé sont évidemment les souris, tout simplement parce que c'est pratique, et il y a quand même pas mal d'analogies entre une souris et l'homme. Alors je vous montre ici un de ces exemples. Ça a vraiment été une grande percée dans notre connaissance de la SLA, qui date d'il y a plus de 10 ans maintenant, où
où on a pu associer certains cas de SLA génétique à une mutation dans un gène qui s'appelle la superoxyde dismutase, à la limite, peu importe. Donc on a pu réintroduire ce gène muté chez des souris et produire un modèle qui développe la pathologie. Et sur ce modèle, évidemment, un certain nombre de molécules ont été testées. Vous voyez ici une souris à 75 jours, elle porte cette mutation qui a été introduite artificiellement. On n'arrive pas à la distinguer d'une souris sauvage. 3 semaines après, est malade maintenant, et vous voyez ici tous les stigmates de la pathologie tels qu'on les retrouve chez l'homme, la perte de motoneurones, l'atrophie musculaire et la dégénérescence des nerfs moteurs. Donc a priori, c'est un excellent modèle, et il nous a appris énormément de choses sur la physiopathologie de la maladie. Et il ne faut pas imaginer que parce qu'on part d'un modèle génétique, ce qu'on apprend n'est pas valable dans les cas sporadiques. Au contraire. Pourquoi ce modèle s'est révélé décevant? Effectivement, il y a une pléthore de molécules qui marchent très très bien sur cette souris, donc on peut rallonger de quelques semaines, voire de quelques mois leur durée de vie. On s'est dit, hop, on tient le bon bout, on va l'essayer, on va lancer un essai thérapeutique. Aucun n'a marché. Mais je crois tout simplement parce qu'il s'agit là on ne peut pas simplement plaider les essais précliniques mal faits, même si les standards ne sont pas toujours respectés. Je pense tout simplement, allez, on va dire une trivialité, une souris n'est pas un homme, il y a trop de différences. Il y a des similitudes, tout ce que j'ai listé ici sont des effets tout à fait comparables entre ce qu'on peut observer chez le patient et ce qu'on peut observer sur cette souris modèle. Par contre, la complexité anatomique est très différente. En fait, les structures anatomiques qui sont touchées chez le patient ne se retrouvent pas chez la souris, chez les rongeurs. Le système nerveux est organisé différemment. De même, toute la gestion du métabolisme énergétique chez les rongeurs est très différente des primates. Donc il va falloir à un moment passer chez le primate. Alors pour finir, je vais être très bref maintenant, développer des nouveaux modèles, des nouveaux modèles, c'est quoi? Ça peut être des modèles très simples. Le motoneurone en culture, par exemple, comme je vous en montre un ici, peut se révéler extrêmement performant. C'est une cellule nerveuse isolée. D'accord, elle ne nous racontera pas ce qui se passe dans l'organisme. Par contre, elle va pouvoir permettre des approches pharmacologiques extrêmement performantes. Tout l'environnement de ce neurone, de ce motoneurone, va pouvoir être contrôlé de manière très précise. On va pouvoir administrer des drogues, voir l'effet, et ainsi de suite. Alors, il y a toutes les échelles intermédiaires. La drosophile et un petit ver qui s'appelle C. elegans sont d'excellents modèles génétiques, et ceux-là nous ont appris énormément de choses aussi. Le zébrafiche en termes le Danio-Rerio en termes de développement également. Et on est à l'heure actuelle, avec les percées de la génétique dans le domaine, de créer de nouveaux modèles transgéniques de rongeurs. Alors moi, personnellement, je plaiderais énormément pour... Et là, je crois qu'il faut vraiment... il faut vraiment dépasser tous les tabous. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir passer aux primates. Parce que les différences de ce que j'ai dit avant, entre l'anatomie, la gestion du métabolisme énergétique est tellement différente entre les rongeurs et les primates que intrinsèquement, le modèle rongeur a des limites. Il va falloir développer. Vous voyez ici un Ouistiti, c'est très très beau, c'est des tout petits singes, mais c'est des vrais singes d'Amérique du Sud, ce pas des prosimiens, c'est des vrais singes, qui présentent la même structure neuroanatomique que l'homme et qui ont la même gestion du métabolisme énergétique. Donc à l'heure actuelle, c'est un peu dans cette direction que nous mettons au point et les techniques et les conditions expérimentales pour aller dans cette direction. Donc là aussi, il s'agit de démarches ou d'expérimentations extrêmement lourdes, en tout cas extrêmement chères. Alors pour finir, quels sont les objectifs qu'on peut retenir? Toujours d'après moi, c'est un avis très personnel, identifier des biomarqueurs. Ça, c'est dans une logique de diagnostic, mais c'est aussi dans une logique de faciliter les essais thérapeutiques. Si vous disposez d'un marqueur biologique qui montre l'évolutivité de la pathologie, vous pouvez faire des essais longitudinaux, c'est-à-dire comparer ce biomarqueur à des intervalles de temps relativement courts, 2 mois, 3 mois, voir si ce biomarqueur évolue et voir si une molécule potentiellement active agit dessus, la réduit, l'augmente, enfin, en tout cas s'en servir comme référence. Et ça va énormément simplifier les essais thérapeutiques. Évidemment, il faut développer des nouveaux modèles, parce que sincèrement, je ne pense pas que ce qu'on peut apprendre à l'heure actuelle sur les rongeurs va nous emmener beaucoup plus loin. Donc, en clair,
Il faut mieux comprendre pour pouvoir traiter. Alors pour finir, je vais encore vous parler de nous, mais là aussi, la situation est grosso modo la même pour tous les chercheurs, en tout cas en France. Voilà un budget typique d'un laboratoire. On a la chance d'être un laboratoire INSERM, donc on est relativement bien doté comparé à d'autres. Donc voilà le budget récurrent de notre laboratoire par l'INSERM et par l'université, qui représente en tout confondu 21%. 50% de ce budget récurrent est dédié à la recherche sur la SLA. Donc si vous regardez ce camembert ici, ça ne représenterait en fait que 10%. Le reste, ce sont des contrats. Et des contrats sur projet. L'AFM, l'ARS, la Fondation Thierry Latran, dont on a déjà parlé, et des contrats européens, et une dernière participation de la Fondation américaine. Donc ça, vraiment, ça vous illustre bien qu'un laboratoire de recherche dans ce domaine ne peut pas, à l'heure actuelle, fonctionner sans le soutien de fondations et, en tout cas, de contrats sous projet. Et quand je disais au début, je suis devenu un chercheur, mais un chercheur d'argent, ça veut dire que je passe mon temps à remplir ce camembert pour que la boutique puisse tourner. En fait, avec l'argent récurrent de l'INSERM et de l'université, on paye le chauffage, on paye le gaz, on paye un peu de peinture de temps en temps. Grosso modo, au mois de février, on arrête. On ferme la boutique. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et je voudrais vous remercier pour votre attention, ça c'est une première chose, mais je voudrais surtout vous remercier pour votre soutien. Merci beaucoup.